Donc voilà. Donc tout ce qu'on va dire à partir de maintenant est enregistré. Donc l'objet du cours de la petite visioconférence aujourd'hui, c'est la stabilité du navire. Alors avant, quelques termes de vocabulaire. Vous voyez, on parle de gîte quand l'inclinaison de la coque est due à une force à l'extérieur du navire. À ce moment-là, on dit le navire gîte. On parle de bande quand l'inclinaison de la coque est due à une force à l'intérieur du navire. À ce moment-là, on dit le navire prend la bande. Ce qui fait que le simple fait de dire gîte ou le navire prend la bande, de suite, on comprend que c'est, dans un premier cas, une force extérieure au navire. Ben, c'est le cas, par exemple, d'un voilier qui gîte sous l'effet, sous la force du vent. Et le navire prend la bande parce que telle charge s'est déplacée, était mal saisie, elle s'est déplacée, et le bateau, maintenant, il est gîté. Faisons d'abord un rappel de quelques notions de flottabilité. Rappelons-nous la visioconférence à propos de la flottabilité. Force of gravity, force dirigée vers le bas, le poids du navire s'applique au centre de gravité G. Force of buoyancy, force dirigée vers le haut, la poussée d'Archimède s'applique au centre de carène B. Le centre de gravité G et le centre de carène B sont positionnés sur la même verticale, la centerline. Force of gravity, c'est-à-dire le poids du navire, est égal au produit de la masse du navire multiplié par la gravité. Ce que commente ma petite formule. Force of buoyancy, c'est-à-dire la poussée d'Archimède, est égale au produit de la densité de l'eau de mer, du volume d'eau de mer déplacé et de la gravité. C'est ce qu'indique ma deuxième petite formule à gauche. On va revenir sur les points de référence à propos de la stabilité du navire. Donc le métacentre, le centre de gravité, le centre de carène et le point de référence pour positionner le centre de gravité, le centre de carène et le métacentre. C'est à partir de ce point que sont positionnés sur la centerline les différents points importants. Il est fondamental d'établir la position du centre de gravité du navire, non seulement au départ, quand il est armé et prêt à naviguer, c'est-à-dire quand il est chargé au maximum, notamment avec les pleins de fuel, mais aussi à l'arrivée, quand la charge est réduite, notamment par la consommation de fuel au cours de la traversée. Pour naviguer en sécurité, il y a donc deux centres de gravité à considérer. Le premier, quand la charge des produits consommables est de 100%. Le second, quand la charge des produits consommables est de 10%. Intéressons-nous au métacentre transversal et au centre de carène quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, puis égal ou supérieur à 10 degrés. Quand le navire gîte, le centre de carène se déplace en s'écartant de la centerline. Le centre de carène se déplace en suivant un arc de cercle dont le métacentre est le centre de rotation. Quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, le métacentre M reste positionné sur l'axe de symétrie du navire. Quand l'angle de gîte devient égal ou supérieur à 10 degrés, la coque tourne autour du métacentre M qui n'est plus positionné sur l'axe de symétrie. Le métacentre M commence à s'écarter de l'axe de symétrie en se déplaçant du côté opposé à la gîte. Vous voyez, sur mon petit schéma, on voit bien que la coque bascule sur bâbord, en supposant qu'on regarde vers l'avant. Le bateau bascule sur bâbord, et par contre, on voit bien que M est passé à droite de la centerline. Hein, là où il y a écrit la petite flèche avec M quand gîte supérieur ou égal à 10 degrés. Vous voyez, la gîte est sur bâbord et le point M s'est déplacé vers tribord, à droite de la centerline, dans mon petit schéma. Le point métacentrique H est toujours positionné à l'intersection de la verticale passant par le centre de carène et l'axe de symétrie du navire. Quand la gîte est inférieure à 10 degrés, le métacentre M et le point métacentrique H sont confondus.
dans mon petit schéma, c'est ce qui est marqué en bas. H quand J est inférieur à 10 degrés, M quand J est inférieur à 10 degrés. Par contre, voyez-vous, quand la J devient égale ou supérieur à 10, H se déplace et M se déplace. Mais H reste toujours sur la centerline. Quand la gîte est égale ou supérieur à 10 degrés, le métacentre M et le point métacentrique H sont distincts, mais le point métacentrique H reste sur la centerline. Quand la gîte est inférieure à 10 degrés, le métacentre M et le point métacentrique H sont confondus. Vous voyez, dans mon petit schéma, j'ai marqué la gîte, la gîte, entre 0 degré et 9 degrés. Ben, M sera confondu avec H. Donc, toujours pareil, vous voyez, c'est toujours le point M, et en l'occurrence confondu avec H, qui est le centre de l'arc de cercle passant par le centre de carène. Le métacentre M s'est écarté de l'axe de symétrie en se déplaçant du côté opposé à la gîte. Vous voyez, dans ce schéma, la coque bascule à tribord. Vous voyez, M s'est déplacé et passé de M0 au M indice 23, pour un angle de gîte de 23 degrés, et bien il s'est déplacé du côté bâbord. Le métacentre M s'écarte de l'axe de symétrie en se déplaçant du côté opposé à la gîte. Par contre, le point métacentrique H reste toujours positionné à l'intersection de la verticale passant par le centre de carène et l'axe de symétrie du navire. H restera quoi qu'il se passe sur centerline, puisque c'est l'intersection de centerline et de la verticale passant par le centre de carène. Donc forcément, ça se coupe. Mais on verra tout à l'heure l'importance de ce point métacentrique H. J'attire juste votre attention. Regardez bien la petite flèche qu'il y a entre H et G. Voyez, et si vous comparez par exemple ici, entre H pour un angle de 45 degrés, entre H et G, eh bien ça a diminué. Avec la gîte qui s'accentue, le métacentre continue à se déplacer. Le point métacentrique H reste toujours positionné à l'intersection de la verticale passant par le centre de carène et de l'axe de symétrie du navire, en se rapprochant de plus en plus du centre de gravité G, ce qui va diminuer le moment de redressement. Et voyez, le centre M, voyez, se déplace. Voyez, il est sur centerline quand l'angle de gîte est de 0 degré. Il est de nouveau sur centerline quand l'angle de gîte est de 180 degrés. C'est-à-dire que le bateau est à l'envers. Quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, la coque tourne autour du métacentre M qui reste positionné sur l'axe de symétrie du navire. Quand l'angle de gîte devient supérieur à 10 degrés, les différentes positions du métacentre M décrivent une courbe en as de carreau. Quand l'angle de gîte est de 180 degrés, le métacentre M est de nouveau positionné sur l'axe de symétrie du navire. Cette courbe en as de carreau est nommée développé métacentrique. Alors évidemment, ça c'est la responsabilité de l'architecte naval. La stabilité du navire est positive à tous les angles de gîte où le métacentre M est au-dessus de la tangente issue du centre de gravité. C'est mon petit schéma, vous voyez bien, issue de G, du point G, cette tangente, d'accord, qui vient tangenter donc l'as de carreau. La stabilité du navire est négative à tous les angles de gîte où le métacentre M est au-dessous de la tangente issue du centre de gravité. Et cet angle-là, là où justement la tangente vient percuter l'as de carreau, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est un angle qu'on appelle AVS. AVS, c'est-à-dire Angle of Vanishing Stability, l'angle de gîte critique ou l'angle de chavirement, l'angle où la stabilité disparaît. C'est-à-dire que, de nouveau, la verticale passant par le centre de gravité et la verticale passant par le centre de carène sont alignées, mais elles sont alignées dans le mauvais sens. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la stabilité est nulle. Le bateau, à partir de ce moment-là, il va continuer à se renverser de lui-même.
donc l'angle AVS. Vous voyez dans mon petit schéma, vous voyez là, la courbe, ça correspond à la stabilité qu'on va détailler tout à l'heure. Vous voyez, j'ai bien sur le petit schéma à droite, vous voyez, vous avez bien le centre de gravité avec sa force de gravité orientée vers le bas. Vous avez bien le centre de carène avec la poussée d'Archimède pi orientée vers le haut. Elles sont bien alignées, mais le problème, c'est qu'elles sont alignées dans le mauvais sens. Donc, du coup, eh ben, le bateau ne demande qu'une chose, c'est à se mettre en l'envers. L'angle à droite issu du centre de gravité tangente la développée métacentrique est l'angle AVS. À cet angle, le moment de redressement s'annule avant de s'inverser et de devenir un moment de chavirement. Intéressons-nous au BM, au métacentrique radius, et au GM, au métacentrique height. Alors, si vous le permettez, je donnerai un conseil. Quand on fait la stabilité, il y a toujours des informations qui nous parviennent issues des normes internationales qui sont les normes anglo-saxonnes ou des normes françaises. Et le problème, c'est qu'elles ne correspondent pas strictement. Alors, le conseil que je vous donne, c'est quand vous raisonnez stabilité, c'est raisonner systématiquement, soit en utilisant la nomenclature internationale anglo-saxonne, soit la nomenclature française, mais pas en faisant un savant mélange des deux. C'est pour cette raison que là, vous voyez, je suis resté avec la nomenclature anglo-saxonne, BM, métacentrique radius, GM, métacentrique height. Alors GM, c'est un élément important. GM apparaît dans la convention SOLAS. Convention SOLAS, Safety of Life at Sea, c'est-à-dire la convention qui gère l'ensemble du milieu maritime. Tout ce qui concerne la construction, la sécurité, comment doivent être équipés les bateaux de passagers, etc., etc., etc. Tout ça, c'est défini par la convention SOLAS. Et SOLAS parle beaucoup de GM. Les 4 points de référence permettent de distinguer 2 éléments fondamentaux pour le calcul de stabilité BM et GM. Nous avons dans l'ordre KG, height of center of gravity, donc la distance entre le point K et le point G. KB, height of center of buoyancy, la distance entre K et B. KM, height of metacenter, la distance entre K et M, toujours mesurée sur centerline. À partir de KM et de KB, on obtient métacentrique radius, c'est-à-dire que si la gîte est inférieure à 10 degrés, BM sera le rayon sur lequel se déplacera le centre de carène B. À partir de KM et de KG, on obtient le métacentrique height, dont on verra l'importance. Tout à l'heure, vous avez vu une courbe. Eh bien, il faut savoir que sur l'axe vertical, eh bien, cette courbe, ça correspond à GM ou à GZ, comme on voudra. On verra plus tard. Intéressons-nous à BM, métacentrique radius. La différence entre les distances KM et KB permet d'obtenir distance BM. BM qui est bien égale à KM moins KB. La distance BM est nommée métacentrique radius. BM est le rayon de l'arc de cercle que va tracer le centre de carène quand la coque est inclinée avec une gîte inférieure à 10 degrés. Alors, donc, vous voyez, ici, on dit que BM, c'est donc égal en divisant l'inertie par le volume de la coque. En fait, on distingue des inerties transversales et des inerties longitudinales. Donc, si jamais c'est dans le cas d'une inclinaison transversale, l'inertie transversale, on obtiendra BM en faisant le calcul de l'inertie transversale que divise le volume de la coque. Dans le cas d'une inclinaison longitudinale, le BM, c'est-à-dire I indice L, donc que divise le volume, pour obtenir I indice L. Donc l'inertie est calculée en fonction, est recherchée selon que c'est sur l'axe transversal ou sur l'axe longitudinal. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que j'ai représenté ici 2 petits schémas.
Alors, les inerties dans transversales et longitudinales dont on parle sont celles-ci, d'accord? Vous voyez, sur mon schéma de gauche, regardez la formule qui est tout en haut. Inertie transversale égale le cube de la largeur de flottaison que multiplie la longueur de flottaison. Ce produit étant divisé par 12. À droite, inertie longitudinale. Là, on a la largeur de flottaison que multiplie cette fois-ci le cube de la longueur de flottaison, ce produit étant divisé par 12. Ayant obtenu, calculer cette inertie transversale ou cette inertie longitudinale, je vais pouvoir calculer évidemment BM. Pourquoi? Parce qu'il me suffira de diviser l'inertie obtenue, longitudinale transversale, par le volume de la coque. Inclinaison transversale, elle se fait, schéma de gauche, inclinaison transversale, elle se fait autour de l'axe longitudinal. Incliné à droite, schéma de droite, inclinaison longitudinale autour de l'axe transversal. L'inertie, ou plus précisément le moment d'inertie de la surface de flottaison, est ou bien calculé selon la formule écrite en haut et à gauche pour une inclinaison transversale autour de l'axe longitudinal, ou bien calculé selon la formule écrite en haut et à droite pour une inclinaison longitudinale autour de l'axe transversal. Quand l'inclinaison est transversale, c'est la largeur qui est portée au cube. Hein, c'est ce qu'on a dans le petit schéma, la petite formule à gauche. Quand l'inclinaison est longitudinale, c'est la longueur qui est portée au cube. Exemple d'un BM dans le cas d'une inclinaison transversale. Supposons petit L, indice F, largeur de la flottaison de la barge de servitude, 15 mètres. L majuscule, indice F, longueur de la flottaison de la barge de servitude, 60 mètres. Et supposons un volume de 3000 mètres cubes. L'inertie transversale, I indice T, est fonction de la surface de flottaison formée par la carène, donc fonction de la longueur de flottaison de la largeur de flottaison. I indice T est égal au cube de la largeur de flottaison, que multiplie la longueur de flottaison, ce produit étant divisé par 12. C'est égal à 15 puissance 3 que multiplie 60, ce produit étant divisé par 12. Et je trouve 16 875 puissance mètre puissance 4. Alors, je sais que parmi vous, il y a probablement des profs de physique. Souvent, nous, on parle de d'inertie et les profs de physique parleront plutôt de moments quadratiques. Mais c'est la même chose, en fait, pour nous. Hein. Nous, on préfère, quand je dis nous, c'est en marine, quand on parle avec les architectes navals, etc. Quoi. BM est donc égal à l'inertie transversale IT, I indice T que divise V, M puissance 4 que divise M puissance 3 est bien égal à M puissance 1, c'est-à-dire à M. Donc, I indice T que divise V, 16 875 mètres puissance 4 que divise 3000 mètres puissance 3, et ça fait bien 5,62 mètres. Mais depuis le temps qu'on fait des calculs, on est capable maintenant de remplacer tout ça par des formules. Alors ça, on est clairement dans le milieu maritime. On peut procéder autrement en effectuant I indice T égale K, c'est-à-dire qu'on utilise un coefficient. K que multiplie le cube de la largeur de flottaison que multiplie la longueur de flottaison. Avec K, un coefficient compris entre 0,0833 pour la carène d'une barge de servitude, comme dans notre cas, ou 0,0332 pour la carène de la coque la plus fine possible. Et si je fais ce calcul, si j'applique cette formule en prenant comme coefficient 0,0833, eh bien je trouve 16 868 mètres puissance 4. Mais si je divise ça par le volume, je retrouve 5 mètres 62. C'est-à-dire que l'architecte naval, il va utiliser tout simplement ces coefficients. Il y en a comme ça pour si c'est une vedette, si c'est un voilier, etc., etc. Depuis le temps, on est capable de déduire ça. Et on obtient BM. On verra tout à l'heure l'intérêt de BM. On va s'intéresser maintenant
à GM métacentrique 8. La différence entre les distances KM et KG permet d'obtenir la distance GM, KM moins KG égale GM. La distance GM est nommée métacentrique 8. Métacentrique 8 est un critère qui figure dans la réglementation maritime internationale à propos de la stabilité. D'accord? Donc, la réglementation maritime internationale, en clair, la convention SOLAS, Safety of Life at Sea. GZ et GM n'augmentent pas avec la taille de la coque. Avec une coque de même forme, les valeurs GZ et de GM pour un plus grand navire sont semblables pour un plus petit navire. Quand la taille de la coque augmente, le moment de redressement augmente avec le déplacement, mais pas du fait d'une augmentation de GM. Vous voyez, selon le type, je reviendrai longuement sur cette phrase tout à l'heure. Selon le type de navire, la loi maritime internationale impose des valeurs minimales pour VGM. Par exemple, GM ne doit pas être inférieur à 0,35 pour tel type de navire de pêche. Pour un navire de plaisance à moteur, GM est de l'ordre de 0,60 m à 0,75 m. Pour un voilier de plaisance, GM est de l'ordre de 0,80 m à 1,50 m. Voire plus. Vous voyez dans mon petit schéma, GM d'environ 0,80 m sur un voilier de plaisance d'une vingtaine de pieds, en bas et à gauche. Le petit voilier là. GM d'environ 1,50 m pour un voilier d'une quarantaine de pieds, en bas et à droite. Mais regardez l'image qui est en haut et à droite. C'est un cargo moyen, quoi. La valeur de GM est de l'ordre de 0,50 m à 1 m pour un navire de charge de tonnage moyen. Vous voyez, c'est pour cette raison que je reviens sur ma petite phrase qui était là. Je vais vous poser la question. Alors, GZ, je ne sais pas si vous en souvenez, on en avait parlé la dernière fois, mais j'y reviendrai. Ne manque pas avec la taille de la coque. Quand la taille de la coque augmente, le moment de redressement augmente avec le déplacement, mais pas du fait d'une augmentation de GM. Vous voyez, et j'insiste là-dessus, avec une coque de même forme, les valeurs de GZ et de GM pour un plus grand navire sont semblables pour un plus petit navire. Alors, par contre, GM a de l'importance. Pourquoi? Vous voyez, par exemple, ici, la valeur du GM a une incidence directe sur le rayon de giration d'un navire. Plus le GM est faible, plus le rayon de giration sera grand. Autre conséquence de GM, pour un grand porte-container, le GM sera d'environ 1,30 m. Il ne faut pas imaginer un GM de 5 mètres ou de 8 mètres. Là, on serait, pour entendre des dimensions pareilles, où on a 5, 6, 7, 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, là, on est en stabilité longitudinale. Mais en stabilité transversale, on sera toujours dans des GM d'environ, d'ailleurs, rigoureusement, j'aurais dû écrire GM indice T. Par contre, un GM trop élevé engendre des couples de rappel au roulis trop importants, augmentant le risque de perte de conteneurs dans les hauts. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière quand on parlait de la flottabilité du porte-container. On avait parlé du roulis paramétrique. Vous vous en souvenez de ça? On va s'intéresser maintenant au moment d'inclinaison transversale et au moment d'inclinaison longitudinale. Alors, on commence par déterminer le point d'application de la force aérodynamique sur la grand voile, en traçant les médianes. On détermine ensuite le point d'application de la force aérodynamique sur le génois, là encore en traçant des médianes. On obtient un point C1, un point C2. À partir du point CE, point d'application de la force aérodynamique sur la grand voile, et du point C2, point d'application de la force aérodynamique sur la voile d'avant, on mesure la distance L entre les points d'application C1 et C2. On applique la formule permettant d'obtenir la distance A, celle qui est encadrée dans mon petit schéma. On porte cette distance A
à partir de C1 sur le segment de droite, entre C1 et C2, c'est le centre de voilure. Voilà comment est positionné le centre de voilure sur un plan de voilure. On va s'intéresser maintenant à tout ce qui est hydrodynamique. Le point d'application de la force hydrodynamique au niveau de l'aileron de dérive, P indice 1, du safran, P indice 2, et de la carène, P indice 3, qui constitue le plan de dérive. Le point d'application de la force hydrodynamique développée par le plan de dérive est le centre de dérive du voilier. D'ailleurs, c'est une confusion souvent. Hein, on a des personnes qui confondent le point d'application de la force hydrodynamique au niveau de l'aileron de dérive, le P indice 1, et ils disent que ça, c'est le centre de dérive. Non, le centre de dérive est positionné en fonction des valeurs des forces qui s'appliquent en P1, en P2 et en P3. Sur ce schéma sont regroupés les points d'application de la force aérodynamique sur la grand voile et sur le génois, donc le centre de voilure CV. Les points d'application de la force hydrodynamique sur la carène, sur l'aileron de dérive et sur le safran, donc le centre de dérive CD. Maintenant que j'ai ces centres de voilure et le centre de dérive, je vais pouvoir savoir comment mon navire gîte, mon voilier gîte. On va s'intéresser à l'inclinaison transversale. La force aérodynamique est la résultante de la portance aérodynamique. Allô? La force aérodynamique est la résultante de la portance aérodynamique et de la traînée aérodynamique. La projection de la force aérodynamique sur la roue de surface est la composante d'avancement. La projection de la force aérodynamique sur la perpendiculaire à la roue de surface est la composante de gîte. C'est celle qui est représentée en rouge. J'insiste, la composante de gîte, elle agit perpendiculaire à la roue de surface et pas à la ligne de foi du navire. Hein, un bateau gîte, l'angle de gîte, c'est par rapport à la roue de surface. C'est un fondamental. Hein. La force hydrodynamique est la résultante de la portance hydrodynamique perpendiculaire à la roue de surface, donc c'est elle aussi que j'ai représentée en rouge, et de la traînée hydrodynamique sur la roue de surface. Les couples de force sont le couple force aérodynamique, force hydrodynamique, plus particulièrement le couple composante d'avancement, traînée hydrodynamique, petite flèche en noir, et surtout ce qui nous intéresse, le couple composante de gîte, puisque c'est ça dont on parle, portance hydrodynamique, c'est ce couple qui est à l'origine de l'inclinaison transversale du navire. Maintenant, si je regarde maintenant en coupe, la force aérodynamique latérale s'applique perpendiculairement à la roue de surface et au mât du voilier. Important, donc perpendiculairement à la roue de surface et au mât du voilier. La force aérodynamique latérale est maximum pour un angle de gîte de 0 degré. Elle est nulle pour un angle de gîte de 90 degrés. Entre ces deux valeurs extrêmes, la force aérodynamique latérale diminue en même temps que l'angle de gîte augmente. Pour facteur 1, l'angle de gîte 0 degré, facteur 0,8 pour un angle de gîte de 30 degrés, facteur 0,4 pour un angle de gîte de 60 degrés et facteur 0 pour un angle de gîte de 90 degrés. On va s'intéresser maintenant à l'inclinaison longitudinale. La force aérodynamique est la résultante de la portance aérodynamique et de la traînée aérodynamique. La projection de la force aérodynamique sur la roue de surface est la composante d'avancement. La projection de la force aérodynamique sur la perpendiculaire à la roue de surface est la composante de gîte. La force hydrodynamique est la résultante de la portance hydrodynamique perpendiculaire à la roue de surface et de la traînée hydrodynamique sur la roue de surface. Les couples de force sont le couple force aérodynamique, force hydrodynamique, le couple qu'on a vu tout à l'heure, le couple composante de gîte, portance hydrodynamique, et le couple qui nous intéresse maintenant, le couple composante d'avancement, traînée hydrodynamique. C'est ce couple qui est à l'origine de l'inclinaison longitudinale du navire. Regardez mon petit schéma. La force d'avancement vers l'avant, issue du centre de voilure, et la force de résistance à l'avancement, issue du centre de dérive, sont alignées et opposées, tout en étant décalées sur le plan vertical.
La force d'avancement vers l'avant issue du centre de voilure et la force de résistance à l'avancement issue du centre de dérive sont alignées et opposées, tout en étant décalées sur le plan horizontal. Conséquence de ce décalage, le moment piquant. Le moment piquant est équilibré par le moment de redressement longitudinal dû au déplacement du centre de carène vers l'avant. Vous voyez, on a un premier coup, le moment piquant qui est fait par les efforts qui se font à partir de CV et de CD. Et vous avez le centre de carène qui, on a vu qu'il se déplaçait transversalement, mais en vérité, il se déplace aussi longitudinalement. Et là, il se déplace longitudinalement pour compenser le moment piquant. Donc, il y a des termes qu'il faut savoir. Hein. Donc, à un moment donné, quand l'inclinaison transverse longitudinale est trop forte, eh bien, la coque, le navire va cabaner, c'est-à-dire que la proue va s'engager dans l'eau. Okay, on appelle ça le pitch polling, hein, ou en français cabaner. Hein, conséquence d'inclinaison longitudinale sur un monocoque, hein, on parle de pitch polling quand le voilier cabane. Conséquence d'inclinaison longitudinale sur un catamaran, on parle de cartwheel quand le voilier cabane, c'est-à-dire qu'il en va engager généralement le flotteur sous le vent. La grande majorité des catamarans qui terminent leur course, au sens réel du terme, qui finissent leur régate, c'est parce que est arrivé cette catastrophe. On va s'intéresser maintenant au moment de redressement, puisqu'on a vu l'inclinaison, on va s'intéresser au redressement. Avec la gîte, il y a d'une part la force verticale orientée vers le bas qui est issue du centre de gravité, c'est-à-dire le poids du navire. D'autre part, la force verticale orientée vers le haut qui est issue du centre de carène, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Avec la gîte, il y a d'une part la force verticale orientée vers le bas qui est issue du centre de gravité, c'est-à-dire le poids du navire. D'autre part, la force verticale orientée vers le haut qui est issue du centre de carène, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Ces deux forces forment un couple de forces. À partir du couple de forces verticales formé par le poids du navire et la poussée d'Archimède, on peut déterminer le moment en prenant en compte la distance horizontale d entre les deux verticales, passant par le centre de carène et le centre de gravité. Il s'agit du moment de redressement du navire. Or, ce schéma, on l'avait vu la dernière fois quand on avait commencé à parler de la flottabilité. Souvent, vous entendrez parler de stabilité de poids, comme ici à gauche, et de stabilité de forme, comme ici sur mon schéma à droite. Pour avoir le même bras de levier, donc le même moment de redressement transversal pour tel angle de gîte, soit en lestant beaucoup plus la coque, on abaisse le centre de gravité sur la centerline, soit en élargissant la carène, on permet au centre de carène B de s'écarter beaucoup plus de la centerline. Et ça permet d'avoir un même bras de levier. De toute façon, le moment de redressement, ça sera toujours une force que multiplie un bras de levier. Et on va s'intéresser à ce qu'on appelle la stabilité initiale, c'est-à-dire quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés. Righting arm, bras de redressement, righting moment, moment de redressement. Quand les angles d'inclinaison sont inférieurs à 10 degrés, la verticale passant par le centre de carène passe par le métacentre transversal M positionné sur l'axe de symétrie. On avait vu les deux grands cas. Un, l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, M est toujours sur la centerline. Second cas, la gîte est égale ou supérieure à 10 degrés, M se déplace selon l'axe de carreau, c'est-à-dire sa développée métacentrique. Vous vous en souvenez de ça? La distance GZ, qu'on voit ici sur le schéma, entre force of gravity et force of buoyancy est le bras du levier du moment de redressement, qui est appelé bras de redressement ou righting arm. Hein, donc GZ, c'est la distance entre les deux verticales. La verticale passant par G, centre de gravité, où s'applique le poids. Alors, je vous rappelle que poids, tout ça, c'était en newton. Hein. Poussée d'Archimède et poids, c'est en newton. La dimension du bras de levier du moment de redressement GZ est obtenue en calculant GZ, GM, que multiplie sinus de l'angle de gîte inférieur à 10 degrés.
Gm que multiplie sinus θ. Gz, pardon, égale Gm que multiplie sinus θ. Là, ça veut dire que θ est inférieur à 10 degrés. Le moment de redressement, Rm, est le produit d'une force et d'un bras de levier. La force est égale à la force de gravité, elle-même égale à la poussée d'Archimède. Le bras de levier est constitué par distance horizontale entre les verticales passant par le centre de gravité G et le centre de carène B, sur lesquels agissent force of gravity et force of buoyancy. Moment de redressement égale force que multiplie bras de levier, Rm, donc l'abréviation de moment de redressement, force of gravity que multiplie Gz, ou force of buoyancy que multiplie Gz. Ici, vous avez la nomenclature internationale. Là encore, j'insiste évidemment en disant que poids du navire et poussée d'Archimède sont en newton. Là, c'est le cas où on a θ, l'angle de gîte, qui est égal ou supérieur à 1 degré, mais inférieur à 10 degrés. Donc, vous avez métacentrique radius, BM, qui est égal à KM moins KB. Vous avez métacentrique height, GM, GM qui est égal à KM moins KG. GZ, GZ qui est égal à GM que multiplie sinus θ, et ce GM, rappelez-vous, c'est KM moins KG. Ça, c'est la nomenclature internationale anglo-saxonne. Ici, vous avez la nomenclature française, toujours pour les mêmes causes, poids du navire et poussée d'Archimède en newton, et par contre, l'angle de gîte supérieur ou égal à 1 degré, mais inférieur à 10 degrés. Vous avez le métacentre, B, le centre de carène, C, G, le centre de gravité, R, le rayon métacentrique entre B et M. Je n'ai pas dit métacentrique radius, j'ai dit le rayon métacentrique entre B et M. A, distance entre B et G, et par contre R-A. R-A, distance métacentrique. Donc, dans la nomenclature française, rayon métacentrique R, distance métacentrique R-A. Entre G et M. Hein. Voilà. Rm est égal à pi que multiplie Gm que multiplie sinus θ. Or, dans la nomenclature française, Gm c'est R-A, donc moment de redressement, pi que multiplie R-A que multiplie sinus θ. Gm devient R-A. Gz comme Gm n'augmente pas avec la taille de la coque. Avec une coque de même forme, les valeurs de Gz et de Gm pour un plus petit navire sont semblables pour un plus grand navire. Quand la taille de la coque augmente, le moment de redressement augmente avec le déplacement, mais pas du fait d'une augmentation de Gz. Donc on trouvera toujours ces valeurs autour du mètre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment de redressement tend à augmenter proportionnellement au cube de la longueur de flottaison de la coque. Quand la longueur de flottaison est multipliée par 2, le moment de redressement est multiplié par 2 puissance 3, en l'occurrence par 8. Vous voyez, le fait que la longueur de flottaison soit multipliée par 2, vous comparez deux bateaux, eh bien, vous avez une idée approximative. Si vous savez que le premier bateau, le plus petit, il a une masse de temps, eh c'est simple. Si l'autre équivalent, il fait le double, eh c'est simple. Le moment de redressement est multiplié par 2 puissance 3. Intéressons-nous à la stabilité longitudinale. Pour des petits angles de tangage inférieurs à 10 degrés, tant que la ligne de flottaison ne dépasse pas le haut de l'étrave, Rm égale pi que multiplie Gm que multiplie sinus θ. Mais regardez mon schéma. Regardez M où il se trouve.
Bien évidemment, la gîte est inférieure à 10 degrés, hein, toujours. C'est dans le sens longitudinal, certes, mais la gîte est inférieure à 10 degrés. Pour de grands angles de tangage supérieurs à 10 degrés, comme la ligne de flottaison dépasse le haut de l'étrave, GM diminue, ce qui a pour effet une forte réduction du moment de redressement longitudinal. Dès lors, le navire menace d'enfourner à tout moment. Quand un navire engage, c'est-à-dire quand il engage son étrave, il faut savoir qu'il court de très très grands dangers. Mais sinon, tant que l'angle est inférieur à 10 degrés, c'est-à-dire tant que la flottaison est au-dessous de la limite de l'étrave, eh bien, M est immense. La distance GM est immense. Alors là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le MSIT, ou module de stabilité initiale transversale. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'égalité R-A égale GM. Hein, sur mon petit schéma, hein, on voit bien que R-A, c'est GM. Les anglo-saxons diront tout simplement GM. Nous, si on parle à des Français, on dirait par exemple R-A. P est le déplacement du navire en charge. Alors, est-ce que c'est en charge maximum, en charge minimum ou en charge intermédiaire? P est mesuré en tonnes. R-A est mesuré en mètres. Le module P que multiplie R-A est appelé MSIT, ou module de stabilité initiale transversale, qui est mesuré en tonnes-mètres. P, c'est le déplacement du navire en charge mesuré en tonnes. R-A correspond à GM, mesuré en mètres. Module de stabilité initiale transversale, MSIT. MSIT, à quoi est-il égal? À P que multiplie R-A, c'est-à-dire à P que multiplie GM. Moment de stabilité initiale transversale, θ est en l'angle de gîte inférieur à 10 degrés, M indice ST, MSIT que multiplie sinus θ. Il suffit tout simplement après de multiplier par le sinus de l'angle de gîte et on obtient instantanément, connaissant MSIT, on obtient instantanément le moment de stabilité initiale transversale. Vous voyez, l'autre jour, on avait vu, quand on n'avait pas de flottabilité, ce qui se passait avec le centre de gravité, quand on ajoutait des poids, quand on ajoutait des poids au-dessus, ou on enlevait du poids en dessous, ou on déplaçait, on déplaçait une masse de bâbord en tribord, etc., etc. Alors, on aurait pu imaginer que ces calculs extrêmement complexes, pas vraiment grâce au MSIT. Deux exemples. Supposons un poids P élevé d'une hauteur Z entre deux points positionnés sur la même verticale parallèle à la centerline, hein, donc ces deux points sont sur la même verticale et elle est parallèle à la centerline. Le nouveau module MSIT' est égal à l'ancien MSIT moins P multiplie Z. On ne peut pas faire plus simple. Et on s'aperçoit que le moment de stabilité, M indice ST, diminue. Supposons un poids P abaissé d'une hauteur Z entre deux points positionnés sur la même verticale parallèle à la centerline, nouveau module MSIT', c'est le MSIT qu'on connaît, on a ça dans nos tablettes, et on ajoute tout simplement le produit P multiplie Z. Et là, forcément, le moment de stabilité augmente. Vous voyez comment rapidement l'officier qui est chargé de toutes ces maintenances du chargement du matériel à bord et des marchandises, eh bien, il peut avoir une idée assez précise de ce qui se passe avec des formules relativement simples. Supposons un poids P déplacé d'une distance Y entre deux points positionnés sur la même parallèle au plan de quille, ben, le nouvel angle de gîte, on va pouvoir l'obtenir parce que la tangente de l'angle θ est égale au produit de P multiplie Y que divise MSIT. Il ne peut pas y avoir plus simple pour trouver l'angle de gîte. On va s'intéresser au module de stabilité initiale longitudinale, MSIL. On retrouve des choses qu'on a déjà vues. Vous voyez, R-A. D'accord? R-A, ben, c'est GM, indice L pour expliquer que c'est GNL. D'accord? Vous remarquez que là, ce n'est pas R minuscule, mais R majuscule, mais sinon, c'est exactement la même formule. Hein, c'est R-A.
Donc, R majuscule moins A, c'est égal à GM indice L, longitudinal. D'accord? Donc, on a R et A. Donc, partons de l'égalité, R moins A égale GM. P, déplacement du navire en charge mesuré en tonnes. R-A correspondant à GM indice L mesuré en mètres. Θ, angle de gîte inférieur à 10 degrés. Module de stabilité initiale longitudinale, MSIL. MSIL égale P que multiplie grand R moins A. À quoi est égal le moment de stabilité initiale longitudinale? M indice SL. MSIL égale que multiplie sinus θ. Tout simplement. Et pour MSIL, okay, on se sert tout simplement de ces formules. Donc là, on a vu tout ce qui se passait pour des angles de gîte ou même des tangages inférieurs à 10 degrés. Qu'est-ce qui se passe quand la gîte devient égale ou supérieure à 10 degrés? Quand l'angle de gîte devient égal ou supérieur à 10 degrés, GZ n'est plus égal à GM que multiplie sinus θ. Vous pouvez avoir une opération où il y a écrit GM que multiplie 7 degrés, sinus 7 degrés, mais vous ne trouverez jamais GZ égale GM que multiplie sinus 34 degrés, par exemple. Ça n'a aucun sens. GZ est calculé à partir d'une nouvelle formule, c'est celle qui est marquée là, d'accord, pour un angle de gîte supérieur ou égal à 10 degrés. Et à partir de cette formule, on peut déterminer GZ. Je pense que y a pratiquement, enfin que sur cette formule, il y a pratiquement zéro question au niveau CEIMER. Hein. Intéressons-nous à l'importance de la distance métacentrique ZM quand l'angle de gîte devient égal ou supérieur à 10 degrés. C'est-à-dire qu'on va remplacer cette formule par quelques schémas, peut-être plus aisés à comprendre, et surtout à manipuler. Regardons mes deux petits schémas. À gauche, l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés. À droite, l'angle de gîte est égal ou supérieur à 10 degrés. Quelle est la différence? Eh bien, quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, M est situé sur la centerline. GZ égale GM sinus θ. Quand l'angle est supérieur à 10 degrés, GZ n'est pas égal à GM que multiplie sinus θ. GZ est égal à GH que multiplie sinus θ. Sur la figure de gauche, G centre de gravité et M métacentre. Sur la figure de gauche, le bras de levier GZ est calculé à partir de GM. Sur la figure de droite, G centre de gravité et H point métacentrique. Sur la figure de droite, le bras de levier GZ est calculé à partir de GH. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser plus particulièrement à GH plutôt qu'à M métacentre, H point métacentrique, G centre de gravité, C indice 0, centre de carène initial non JT, quand JT égale θ à 0 degré. C indice 1, centre de carène JT, qui correspond à B1. Θ, angle de gîte supérieur ou égal à 10 degrés. HM, hauteur métacentrique, distance entre le centre de carène initial et le point métacentrique H. A, distance entre le centre de carène initial et le centre de gravité. ZM, c'est la distance métacentrique, c'est HM moins A. À quoi est égal le bras de levier? Le bras de levier GZ est égal à ZM que multiplie sinus θ
Et Zm, c'est quoi? C'est GH que multiplie sinus θ. Moment de redressement, bras de levier GZ, c'est-à-dire Zm que multiplie sinus θ, égale GH que multiplie sinus θ, à quoi est égal Rm, le moment de redressement, pi que multiplie Gz. C'est-à-dire que Rm égale pi que multiplie Zm que multiplie sinus θ, Rm est bien égal à pi que multiplie GH que multiplie sinus θ. Regardez mon petit schéma. Tant que Hm est plus grand que A, puisqu'on a vu que H se déplaçait sur centerline. Tant que Hm, c'est-à-dire jusqu'à l'angle de gîte critique, Hm moins A permet d'obtenir un Zm positif. Si Zm est positif, donc le moment sera positif. Il s'agit d'un moment de redressement. La distance entre le centre de carène initial non JT C indice 0 et le centre de gravité G est immuable, donc A conserve toujours la même valeur. A ne varie pas. Quel que soit l'angle de gîte du navire, A ne varie pas. A, c'est la différence entre le centre de carène initial, en l'occurrence ici C indice 0, et G. Vous voyez? Donc on a, si vous regardez mon petit schéma, on a, ce qui est important, c'est H pour un angle de gîte de 1 degré, donc avec HM et ZM, puisque A ne bouge pas, donc HM et A, Zm est grand, hein, quand H pour un angle de gîte de 1 degré. Ensuite, H pour un angle on va appeler tout à l'heure l'angle limite de gîte, j'expliquerai pourquoi l'angle limite de gîte, pour un angle de 60 degrés, vous voyez, donc HM est égal toujours à HM, donc la distance entre H et le centre de carène. Si jamais je tiens compte de A, je peux obtenir Zm. Là, j'ai toujours un moment de redressement. Quand l'angle de gîte critique est atteint, environ 130 degrés. Vous savez, l'angle de gîte critique, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'angle AVS, Angle of Vanishing of Stability. Le point métacentrique H étant confondu avec le centre de gravité G, HM est égal à A. Donc Zm égale HM moins A égale 0. Donc Gz égale Zm que multiplie sinus d'angle de gîte critique, c'est-à-dire 0. Donc Rm égale force of gravity que multiplie Gz égale 0. Eh bien, à ce moment-là, on a ni le moment de redressement a disparu, le moment de chavirement ne s'est pas encore créé. On est à l'angle AVS, dont on parlera longuement tout à l'heure. Quand l'angle de gîte critique HM moins A, donc HM moins A égale moins Zm négatif, donc moins Zm que multiplie sinus de l'angle de gîte égale moins Gz, c'est-à-dire négatif. Donc un moment négatif, dès que multiplie moins Gz, ce qu'il s'agit, il s'agit d'un moment de chavirement. À partir du moment où H se rapproche de C et est en dessous de G, eh bien, on a un moment de chavirement. Quoi qu'on fasse, même si le vent s'arrêtait tout d'un coup de souffler, le bateau continuerait sa course de chavirage. C'est ça l'angle AVS, l'angle de gîte critique. Et on va s'intéresser rapidement à la courbe de stabilité. Pour tracer la courbe de stabilité d'un navire, on commence par porter Gm pour l'angle d'inclinaison de 1 radian.
Sur l'axe des abscisses, on porte l'angle d'inclinaison de 1 radian, c'est-à-dire un angle de 57,3 degrés. Sur l'axe des ordonnées, on porte la dimension de GM. Sur l'axe des abscisses, on porte les différents angles de gîte. Sur l'axe des ordonnées, on porte les dimensions du bras de levier GZ tel que jusqu'à 9 degrés de gîte, GZ égale GM que multiplie sinus de l'angle de gîte inférieur à 10 degrés. À partir de 10 degrés de gîte, GZ, la formule dont on a parlé tout à l'heure, qui met en cause GM et BM, en plus de l'angle θ, que multiplie le sinus de l'angle de gîte égal ou supérieur à 10 degrés. Et on obtient la courbe de stabilité. Alors, on va s'intéresser donc à la stabilité initiale, c'est-à-dire quand l'angle de gîte est inférieur à 10 degrés, et la stabilité positive quand l'angle de gîte est supérieur ou égal à 10 degrés. Stabilité initiale, courbe de redressement aux petits angles de gîte inférieurs à 10 degrés. Stabilité positive, courbe de redressement aux grands angles de gîte supérieurs à 9 degrés, qui conditionne la résistance au chavirage. Le navire à l'endroit étant au repos sur une surface horizontale, le centre de gravité G et le centre de carène initial sont à l'aplomb l'un de l'autre et alignés sur l'axe de symétrie. C'est ce qui est représenté dans mon petit schéma à droite. L'angle de gîte égale 0, GZ égale 0. Force of gravity delta et force of buoyancy pi agissent sur la même verticale. Le navire à l'endroit est en équilibre positif stable. Quand le navire s'incline, le centre de gravité G et le centre de carène s'écartent. Donc s'écartent aussi les verticales sur lesquelles agissent force of gravity delta et force of buoyancy pi. Ainsi se forme le moment de redressement. C'est ce qui est représenté dans mon petit schéma à droite. À cet angle de gîte, le moment de redressement est maximum quand les verticales sur lesquelles agissent force of gravity et force of buoyancy sont écartées au maximum. Jamais, jamais, jamais aucun voilier mené par un marin professionnel naviguerait avec une gîte du voilier établie à cet angle limite de gîte. Pourquoi? Parce qu'en cas de rafale, eh bien du coup, qu'est-ce que ferait la force? Le moment de redressement diminuerait. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on l'appelle l'angle limite de gîte, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais y arriver. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser cet angle-là. Dans le jargon, danger angle, c'est la moitié de l'angle de gîte, de l'angle limite de gîte. Vous voyez, par exemple, si mon angle de gîte, c'est 60, mon angle limite de gîte, c'est 60 degrés, eh bien, je naviguerai toujours au grand maximum avec 30 degrés de gîte sur mon voilier. Pourquoi? Parce que s'il y a une rafale qui me fait gîter le voilier encore un peu plus, c'est pas grave, c'est moins grave, le moment de redressement augmente. Alors que si je navigue avec 60 degrés de gîte, s'il y a une rafale, eh ben, c'est une catastrophe parce que le moment de redressement va diminuer. L'angle de gîte maximum en sécurité est égal à la moitié de l'angle limite de gîte. Ça, c'est un des fondamentaux de la sécurité en marine à voile. L'angle de gîte maximum en sécurité est égal à la moitié de l'angle limite de gîte. OK, j'insiste là-dessus, pour mémoire. Alors, il y a un autre angle qui nous intéresse. Il s'agit de l'angle de gîte à partir duquel les ouvertures d'envahissement deviennent immergées, le navire étant en eau calme dans les conditions de charge maximale et dans son assiette de conception. Ouverture d'envahissement, toute ouverture qui pourrait admettre une entrée de l'eau à l'intérieur du navire. Autrement dit, ça ne sert à rien d'avoir une stabilité à 60 degrés, un angle limite de gîte à 60 degrés, si quand je gîte à 40 degrés, j'ai ma descente et mes hublots et mes panneaux de pont immergés.
Pourquoi? Parce que si un jour il y a un pépin ou tout simplement une négligence, un panneau qui n'est pas fermé, eh ben, ça se terminera par une catastrophe. Donc, en fait, vous voyez, ce n'est pas l'angle limite de gîte qui intéresse les marins. Ce qui intéresse les marins, c'est d'une part l'angle de danger maximum, l'angle de danger, pardon, et évidemment l'angle d'envahissement. Ce sont les deux angles qui peuvent intéresser un marin professionnel. Vous voyez, par exemple, sur les voiliers de plaisance que vous connaissez, l'angle d'envahissement doit excéder un angle de 40 degrés si votre voilier, c'est un voilier de catégorie A ou B, 35 degrés pour un voilier de catégorie C, 30 degrés pour un voilier de catégorie D. Donc, vous voyez, votre voilier, ce que vous devez regarder, c'est quelle est la stabilité de votre voilier. Sur un voilier de catégorie A, par exemple, eh bien, vous regardez qu'à 40 degrés, il n'y a absolument aucune ouverture qui se trouve immergée. Enfin, on arrive à l'angle de gîte critique. Alors, à ne pas confondre avec l'angle limite de gîte. Hein. L'angle de gîte critique, ben là, c'est le schéma qui est à droite. Hein. On voit bien que deux forces sont alignées, mais le problème, c'est qu'elles sont inversées. Hein. Donc, passé l'angle limite de gîte, le moment de redressement diminue parce que les verticales sur lesquelles agit ce déplacement et la poussée d'Archimède se rapprochent. Hein, rappelez-vous, voyez, là, elles étaient maximum. Ben forcément, à partir de maintenant, elles vont commencer à se rapprocher. Et à un moment donné, elles vont être alignées. Le moment de redressement devient nul quand les deux centres sont à l'aplomb l'un de l'autre sur la même verticale, mais pas sur l'axe de symétrie. C'est cet angle qu'on appelle angle de gîte critique ou angle de chavirement, Angle of Vanishing Stability ou AVS. Je vous ai mis ici quelques exemples de courbes GZ. Vous voyez, un catamaran de croisière a une très forte stabilité initiale. Par contre, vous avez remarqué que son angle AVS est très faible, largement inférieur à 90 degrés. Sur un navire, sur les voiliers actuels, on est autour de 130 degrés, 130, 135 degrés. Alors qu'autrefois, sur les voiliers traditionnels, on était plutôt autour de 165, d'accord? Ce qui fait que, vous voyez, le couple, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est la courbe qui est dessous donne la force qu'il faut produire pour redresser le bateau. Regardez la force qu'il faut pour redresser le catamaran, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous du trait horizontal, et regardez ce qui est en dessous pour le voilier traditionnel. Écoutez, moi, jusqu'en 1979, j'avais jamais entendu parler d'un bateau qui pouvait rester à l'envers. À l'époque, j'étais coureur, hein, et il y avait un halftonneur qui nous faisait tous rêver. Et puis j'apprends un jour que ce halftonneur a réussi à rester stable à l'envers 4 minutes. Et là, je me suis dit, mais attends, 4 minutes, je ne suis pas capable de tenir ma respiration 4 minutes. Donc, comment faire? Donc, je vais me larguer, mais si je me largue, je vais perdre le lien avec le voilier et je vais peut-être pas noyer, mais je vais mourir de froid. Donc, c'est en 79, la première fois de ma vie que j'ai entendu parler d'un voilier qui était stable à l'envers et ça avait duré 4 minutes. Quelques années plus tard, j'ai même appris que c'était un voilier de croisière qui lui est resté stable à l'envers plus de 6 heures. Donc voilà, pour les vieux marins comme moi, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Passé l'angle des gîtes critiques, les verticales sur lesquelles agissent le déplacement et la poussée d'Archimède s'écartent. Ainsi se forme le moment de chavirement. Vous voyez, sur mon petit schéma, on voit bien que le couple fait par ma force bleue et rouge là, vont faire chavirer le bateau. Ainsi se forme le moment de chavirement. Le moment de chavirement est maximum quand les verticales sur lesquelles agissent le déplacement et la poussée d'Archimède sont écartées au maximum, comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Le moment de chavirement est propre au navire, à ne pas confondre avec le moment d'inclinaison extérieure au navire, impulsé par le vent ou les vagues. Et enfin, passé l'angle de chavirement maximum, le moment de chavirement diminue parce que les verticales sur lesquelles agissent le déplacement et la poussée d'Archimède se rapprochent. Le moment de chavirement devient nul quand les deux centres sont à l'aplomb l'un de l'autre sur la même verticale confondue avec l'axe de symétrie. Le navire à l'envers est en équilibre négatif stable. Et là, il faut qu'il y ait une bonne vague qui arrive pour remettre tout ça dans le bon sens.
On finira cette petite explication par les histoires d'énergie, de redressement, d'énergie pour coucher le bateau. Intéressons-nous d'une part à l'énergie que le navire possède pour résister à une force inclinante extérieure, d'autre part à l'énergie de la force inclinante pour faire gîter le navire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, la même courbe avec GZ qu'on a vu tout de suite, là, on peut produire exactement la même, mais cette fois-ci avec le moment de redressement. Puisque là, j'ai pi la poussée d'Archimède qui multiplie GZ deux bras de levier, ben, j'ai le moment de redressement. OK? Vous voyez, par exemple, pour un angle de gîte de θ de 8 degrés, GZ 0,08, 0 m 08, et en l'occurrence, là, ça serait 320 tonnes mètres. Voilà. Sur l'échelle ordonnée, la même courbe peut également représenter la variation du bras de levier GZ et du moment de stabilité delta que multiplie GZ. La courbe du moment de redressement a la même forme que la courbe du bras de redressement GZ. L'air en gris au-dessous de la courbe du moment de redressement représente l'énergie que le navire possède pour son redressement aux différents angles d'inclinaison. Donc, le trait noir, c'est la courbe. L'air en gris, c'est le mouvement de redressement. Ici, l'air en gris au-dessous de la courbe du moment d'inclinaison représente l'énergie que la force extérieure possède pour incliner le navire aux différents angles d'inclinaison. Donc ici, mon gros trait noir, c'est la courbe du moment d'inclinaison. Et par contre, ce qui est en gris, c'est le moment. Ici, l'air en gris, le moment d'inclinaison est supérieur au moment de redressement. Donc le bateau va continuer à agiter. Hein, l'air en gris, le moment d'inclinaison est supérieur au moment de redressement. Ici, l'air en gris, c'est le moment de redressement supérieur au moment d'inclinaison, puisque c'est au-dessus. Hein, puisque c'est au-dessus. Vous voyez, l'air est au-dessus de la courbe du moment de chavirement et en dessous de la courbe du moment de redressement. Alors que là, l'air en gris est au-dessous de la courbe du moment de chavirement, mais au-dessus de la courbe du moment de redressement. Et là, air en gris, le moment de redressement et le moment d'inclinaison égaux dans cette partie-là. Première air en gris, donc alpha, au-dessous de la courbe du moment d'inclinaison et au-dessus de la courbe du moment de redressement, c'est l'air alpha. Seconde air en gris, au-dessous de la courbe du moment de redressement et au-dessous de la courbe du moment d'inclinaison, c'est l'air bêta. L'air alpha est égal à l'air bêta. La ligne verticale indique l'angle d'inclinaison du navire compte tenu de la force extérieure qui l'incline. Quand ici, l'air alpha est égal à l'air bêta, okay, ça va donner l'angle avec lequel le navire va s'incliner à cause de la force qui est apposée sur lui, la force inclinante. Sous l'effet de la force extérieure, le navire va d'abord s'incliner jusqu'à l'angle de roulis maximum ou angle of maximum roll. Vous voyez, il va d'abord s'incliner jusqu'au point 1 sur mon schéma. Pourquoi? Parce que là, j'ai alpha égale bêta. Puis, le navire va ensuite se redresser jusqu'à l'angle d'inclinaison où le moment de redressement est égal au moment d'inclinaison. D'accord? C'est-à-dire au point 2. Donc, je reprends, peut-être que je n'ai pas été assez clair. Vous voyez, j'ai une force qui m'impose ce qui est représenté ici par alpha. Il faut que j'ai bêta qui réussisse à équilibrer alpha. Il faut que j'ai alpha
égale bêta. Donc, avec la rafale, le bateau va s'incliner jusqu'au point 1. Puis à partir de ce moment-là, ensuite, il va se redresser et il va rester couché en 2. Pourquoi? Parce que dans ces parties-là, on est en égalité. Alors, ce qu'il faut savoir, si la force extérieure perdure, le navire va rester incliné au point 2. Mais si bêta est inférieur à alpha, que va-t-il arriver? Le navire ne peut que chavirer. Vous voyez, le navire ne peut que chavirer. Si à aucun moment, dans la partie qui est représentée ici, là, je vais essayer de prendre mon curseur, excusez-moi. Vous voyez, si dans la partie qui est ici, dans tout ça, là, ça n'arrive pas à équilibrer alpha, le bateau chavire, mât dans l'eau. Là, ici, il va s'incliner seulement jusqu'ici. Pourquoi s'incliner seulement jusqu'ici? Parce que dans cette partie-là, c'est égal, alpha égale bêta. Puis il va revenir là. Et là, ce sont égales. OK? La première intersection des deux courbes situe l'angle de stabilité dynamique. L'aire comprise entre la courbe du moment de redressement et l'axe horizontal passant par le point d'intersection des deux courbes est appelée réserve de stabilité dynamique théorique. Vous voyez ici, il y a le point d'intersection des deux courbes, la courbe du moment inclinant et la courbe du moment redressant. Eh bien, à partir de ce point-là, je trace une horizontale. Cette horizontale, c'est ma réserve de stabilité dynamique théorique. Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'éponger en quelque sorte l'énergie qui est là. Une fois que c'est épongé, le bateau revient à ce point, au point 2. Il reçoit la rafale, il gît jusqu'à 1. Pourquoi? Parce que j'ai la réserve qui était suffisante. Donc ça va épuiser le moment, le moment dynamique et le bateau va se redresser et venir là où là les deux forces sont égales, puisque c'est le fameux point dont on parle. C'est le même. Ce qui est là, c'est le même qui est là. Pas tout à fait le même schéma pour histoire de. La première intersection des deux courbes situe l'angle de stabilité dynamique. L'aire comprise entre la courbe du moment de redressement et l'axe horizontal passant par le point d'intersection des deux courbes est appelée réserve de stabilité dynamique théorique. Plus cette aire est importante, plus la coque est dynamiquement stable. Et oui, parce que jusqu'à présent, quand on parlait des courbes, le bateau on l'inclinait progressivement. Mais le problème, quand il y a une rafale ou quand il y a une déferlante, c'est jamais progressif. Eh bien, qu'est-ce que c'est qui conditionne? Ce qui conditionne, c'est ça. C'est-à-dire que les courbes dont on parle, celles-ci là, d'accord, ne disent pas comment ça va se passer si jamais il y a une rafale ou si jamais il y a une déferlante. La seule qui permettrait de répondre à cette question, la seule qui permettrait de répondre, c'est cette courbe-là, où on a le moment inclinant et le moment redressant. Alors là, évidemment, je ne l'ai pas développé ici, hein, mais il faut savoir que ça, c'est des choses qui doivent être développées pour des marins professionnels. Par exemple, quand je forme des masters of yacht, eh bien, il faut que ça, on le développe. Ça se calcule, ça se développe. Il faut qu'on. D'ailleurs, il faut que vous sachiez une chose, si vous étiez des plaisanciers britanniques, ou des professionnels britanniques plutôt, vous auriez, vous auriez le stability booklet. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, il n'y a pas de bateau français qui l'a, mais par contre, les bateaux britanniques l'ont. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. Vous avez la possibilité de récupérer ça, sur le drive. Et puis surtout, vous avez les documents. Vous avez les documents. euh, voilà. Je vais essayer d'arrêter cet appareil.